Dans les 90 premiers jours, après avoir coupé les ponts avec une personne narcissique, votre cerveau traverse ce que les neurosciences appellent un sevrage dopaminergique. C'est identique à ce qui se passe lorsqu'un toxicomane arrête sa drogue. Les mêmes régions cérébrales s'activent, les mêmes neurotransmetteurs se dérèglent, la même sensation de vide, de manque, comme si quelque chose allait profondément mal. Et voici ce que personne ne vous dit. Jung l'avait prédit il y a près d'un siècle. Il écrivait que lorsqu'on coupe une relation qui porte notre projection d'ombre, on traverse une sorte de morte psychologique. Ce n'est pas une exagération. C'est littéralement ce que les neurosciences modernes sont en train de confirmer. Vous ne souffrez pas parce que cette personne vous manque. Vous souffrez parce que votre cerveau a été chimiquement altéré pendant cette relation. La personne narcissique a créé un schéma de récompense intermittente qui a piraté votre système de dopamine. Et maintenant que la source a été supprimée, votre cerveau est en panique. Il a été conditionné à attendre des pics de plaisir suivis de chutes brutales. Sans ce cycle, il ne sait plus comment fonctionner. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre cerveau dans les 30 premiers jours, dans les 60 premiers jours et dans les 90 premiers jours après la rupture. Je vais vous révéler pourquoi la rupture totale est si douloureuse et pourquoi la moindre rechute reset complètement le compteur de la guérison. Et je vais vous donner le protocole d'intégration qui combine le travail sur l'ombre de Jung avec la neuroplasticité confirmée par Huberman. Mais je dois vous alerter. Ce que vous allez découvrir va expliquer pourquoi vous pensez encore à cette personne. Et cela va vous montrer que la guérison est bien plus profonde que simplement éviter le contact. Calmez-vous, parce que ce qui se passe dans les premiers jours est plus effrayant que vous ne l'imaginez. Le psychiatre Dr Paul Conti, lors d'une conversation avec Huberman dans le Huberman Lab, a expliqué que le narcissisme est fondamentalement caractérisé par un déficit de plaisir et un sentiment profond d'envie. Les personnes narcissiques éprouvent un désir extrême de plaisir et se comparent constamment aux autres, estimant que les autres en ont plus. Cette envie alimente leur comportement dominateur et souvent destructeur. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour vous. Pendant la relation, la personne narcissique vous utilisait comme source d'approvisionnement. Votre attention, votre validation, votre énergie émotionnelle était le combustible dont elle avait besoin pour combler son vide intérieur. Mais le mécanisme fonctionnait dans les deux sens. Pendant que vous fournissiez de l'approvisionnement, vous receviez également des doses intenses et imprévisibles de validation, d'affection et d'attention. Gardez cela en tête, car c'est crucial pour comprendre ce qui vient ensuite. Le problème, c'est que ces doses étaient intermittentes, jamais prévisibles. Parfois, la personne narcissique était aimante, attentionnée, vous faisant vous sentir spécial. D'autres fois, elle était froide, cruelle, vous rejetant. Ce schéma de récompense intermittente, c'est exactement ce que les casinos utilisent pour rendre les joueurs accros. C'est exactement ce qui rend les réseaux sociaux addictifs. L'incertitude quant au moment où la prochaine récompense arrivera maintient votre système de dopamine en alerte maximale. Des études montrent que la dopamine répond plus fortement à des récompenses imprévisibles qu'à des récompenses garanties. Votre cerveau apprend à chercher obsessivement le prochain moment de validation, parce qu'il ne sait jamais quand il arrivera. Et c'est cet état de recherche constante qui crée la dépendance. Ce n'est pas l'amour qui vous rend accro, c'est l'incertitude. Lorsque vous coupez finalement le contact, votre cerveau entre en panique. La source de dopamine intermittente a été supprimée. C'est comme retirer la drogue à un toxicomane. Le cerveau a développé une tolérance et a maintenant besoin de cette stimulation pour fonctionner normalement. Sans elle, vous entrez en sévrage. Mais voici ce que Huberman n'admettra jamais directement. La neurobiologie du lien traumatique montre que ce n'est pas seulement la dopamine qui est impliquée. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, a également été déréglée. Pendant la relation, les moments de connexion intense libérèrent de l'ocytocine, créant un sentiment de lien profond. Mais parce que ces moments étaient suivis de rejet et de froideur, votre système d'ocytocine s'est également déréglé.
Le résultat, c'est que votre cerveau associe maintenant l'amour à la douleur, la connexion à l'incertitude, l'affection à la possibilité d'abandon. Et c'est pourquoi vous pouvez logiquement savoir que la relation était toxique, mais ressentir encore une attraction presque irrésistible à y retourner. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la chimie cérébrale. Les chercheurs ont identifié qu'en raison de ce dérèglement de l'ocytocine et de la dopamine, la personne touchée a besoin d'une connexion avec son bourreau pour éviter d'entrer en sevrage. Elle ou il est devenu dépendant. Le cerveau peut déclencher des symptômes de sevrage qui semblent aussi réels que n'importe quel sevrage de dépendance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles quitter la personne narcissique semble si difficile. Cela semble simple. Il existe un mécanisme qui rend tout encore plus complexe. Il existe un phénomène appelé euphoric recall, ou souvenir embelli, une fois que la relation se termine. Il est courant que les personnes connaissent un afflux de toutes les parties positives et heureuses de la relation. Ces souvenirs peuvent vous faire remettre en question pourquoi vous avez mis fin à cette relation en premier lieu. Votre cerveau édite littéralement la mémoire. Il minimise les moments d'abus, les manipulations, les humiliations, et il maximise les bons moments, les gestes romantiques, les promesses de changement. Ce n'est pas un défaut de votre cerveau. C'est un mécanisme de survie qui a évolué pour maintenir les liens sociaux. Mais dans le contexte d'une relation abusive, il travaille contre vous. Jung aurait expliqué cela autrement. Il dirait que la personne narcissique porte une projection de vous. Vous avez projeté sur elle des aspects de votre propre psyché, possiblement votre animus ou anima, possiblement des qualités que vous aimeriez avoir, mais que vous n'avez pas développées. Lorsque vous coupez le contact, ce n'est pas seulement une personne que vous perdez. C'est une partie de vous-même qui semble être amputée. Et voici la clé de voûte qui relie Jung avec les neurosciences. Jung écrivait que projection signifie transférer des contenus subjectifs vers un objet externe. Lorsque nous projetons intensément sur quelqu'un, notre énergie psychique est liée à cette personne. Et tant que la projection n'est pas retirée, tant que nous n'intégrons pas ce que nous avons projeté, nous restons attachés à cette personne même, physiquement séparés d'elle, neuroscientifiquement. Cela se manifeste par une activation persistante des circuits de mémoire et de récompense associés à la personne. Votre cerveau continue de chercher la projection, continue d'essayer de compléter le schéma, continue de libérer de la dopamine en anticipation d'une retrouvaille qui n'aura pas lieu. La chronologie de la récupération neuronale a été cartographiée par des chercheurs. C'est brutal, mais précis. Premier 7 à 14 jours. Phase de crise à aiguë. Votre cerveau est en état de choc. Les niveaux de cortisol sont élevés. L'amygdale, le centre de la peur, est hyperactive. Le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle, est comme mise en veilleuse. Vous allez ressentir une anxiété intense, des difficultés de concentration, de l'insomnie, des pensées obsessionnelles. C'est normal. C'est le sevrage dopaminergique, une étape inévitable. Jour 15 à 30, la phase de négociation neuronale. Votre cerveau commence à chercher des alternatives, comme un toxicomane en manque. Il est fréquent d'avoir des rêves vivaces avec la personne, des impulsions de vérifier ses réseaux sociaux, une envie irrésistible d'envoyer juste un message. N'importe quel contact, même visuel, pendant cette période, remet le compteur à zéro. Les circuits de dopamine se réactivent et vous retournez à la case départ. C'est cruel, mais c'est la réalité. Jour 30 et 1 à 60. La phase de restructuration. Si vous avez maintenu la rupture totale, les circuits commencent à s'affaiblir. L'intensité des pensées obsessionnelles diminue. Ça ne disparaît pas complètement, mais ça diminue significativement. Votre cortex préfrontal commence à récupérer ses fonctions, doucement, mais sûrement. Vous commencez à avoir des moments de clarté, où vous percevez la réalité du type de relation que vous aviez avant. La brume, le brouillard, se dissipent. Jour 61 à 90. La phase de consolidation. La neuroplasticité travaille à votre avantage. De nouveaux schémas neuronaux se forment. Les anciens circuits associés au narcissique s'affaiblissent par manque d'utilisation.
Comme un muscle qu'on ne sollicite plus, vous commencez à avoir des journées entières, sans penser à cette personne. C'est une victoire. Savourez-la. Mais la récupération neurale n'est que la moitié du travail. L'autre moitié est psychologique. Et c'est ici que Jung entre en scène. Jung a vu clairement que l'incapacité à reconnaître, accepter et gérer les éléments de l'ombre est souvent à la racine des problèmes entre les individus et au sein des relations. Le narcissique qui vous a attiré ne vous a pas attiré par hasard. Il portait quelque chose que vous deviez voir en vous-même, comme un miroir, parfois déformant, mais toujours révélateur. Cela peut être votre propre narcissisme reprimé. La plupart des gens abritent un côté narcissique suffoqué, qui projette sur les autres. La haine dirigée vers les narcissistes vient souvent d'une reconnaissance inconfortable de leurs propres traits narcissiques. C'est la fameuse ombre jungienne qui se manifeste. Cela peut être votre besoin de validation externe. Si vous dépendez des autres pour vous sentir valable, vous attirez des personnes qui contrôlent cette validation. C'est un cercle vicieux, car cette validation est toujours conditionnelle. Cela peut être votre complexe du sauveur. Si vous avez besoin de réparer les personnes brisées pour vous sentir utile, vous attirez des personnes qui ne seront jamais réparées. C'est une quête illusoire et épuisante. La récupération complète exige que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui, en moi, a attiré cette personne? Qu'est-ce que je projetais sur elle? Qui me maintenait prisonnier? Quelle partie de mon ombre représentait-elle » Ce sont des questions difficiles, mais essentielles. Pourquoi cela est-il caché? Pourquoi si peu de gens parlent-ils de cette dimension psychologique de la récupération? Premièrement, parce que cela exige de la responsabilité. Il est tellement plus facile d'être la personne touchée d'un monstre que de reconnaître que vous avez participé à la dynamique. Cela ne signifie pas que vous êtes coupable. Cela signifie que vous avez du pouvoir. Si vous avez attiré cette personne par des schémas inconscients, vous pouvez changer ces schémas. C'est le premier pas vers la liberté. Deuxièmement, parce que l'industrie de la récupération de l'emprise narcissique se concentre sur l'abuseur. C'est important pour la validation initiale, pour se sentir écouté, compris. Mais si vous restez coincé dans le rôle de la personne touchée, vous ne ferez jamais le travail interne nécessaire pour ne pas répéter le schéma. C'est un piège qui vous maintient dans la souffrance. Troisièmement, parce que le travail sur l'ombre est un concept jungien et la psychologie populaire a encore des préjugés contre Jung. Il est plus facile de vendre des techniques de rupture totale que le travail profond d'introspection et de connaissance de soi, qui est, en réalité, la clé. Mais la neuroscience prouve que Jung avait raison. Devenir familier avec son ombre est une partie essentielle de la relation thérapeutique, de l'individuation, et de devenir plus complet, plus entier et plus coloré, comme un tableau qui révèle toutes ses nuances. Maintenant, passons au protocole qui unit neurosciences et psychologie profonde. Le protocole de libération intégrative pour la récupération post-narcissique a deux dimensions, qui doivent être travaillées simultanément. Dimension neurale, rupture totale, absolue. Cela inclut de ne pas vérifier ses réseaux sociaux, de ne pas demander de ses nouvelles à des connaissances communes, de ne pas garder de photos ou d'objets. Chaque exposition, même visuelle, réactive les circuits. Pendant les 90 premiers jours, traitez cela comme un sevrage de drogue. On ne négocie pas avec la dépendance. C'est tout ou rien. Dimension psychologique. Travail sur l'ombre quotidien. Chaque fois que vous ressentez l'impulsion d'entrer en contact, de vérifier ses réseaux sociaux, de vous souvenir des bons moments, arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que je recherche? Quel besoin non satisfait cette personne représentait-elle? Quelle partie de moi suis-je en train d'essayer de récupérer à travers elle? C'est un cheminement, parfois douloureux, mais toujours libérateur. Pratique matinale, 5 minutes de respiration consciente, suivie d'un journaling. Écrivez ce que vous ressentez. Nommez les émotions. Identifiez les pensées obsessionnelles. L'acte de nommer recrute le cortex préfrontal
et réduit la réactivité de l'amygdale. C'est un exercice simple, mais puissant, pratique nocturne. 10 minutes d'imagination active. Permettez à l'image de la personne de surgir. Mais au lieu de répéter des souvenirs, demandez à l'image « Que représentez-vous en moi? Quelle partie de moi portez-vous » L'objectif est de retirer graduellement la projection, de récupérer ce qui vous appartient. C'est un processus de désachèvement. Exercice hebdomadaire. Analyse des schémas. Relisez vos notes de la semaine. Identifiez les déclencheurs récurrents. Cartographiez quels besoins non satisfaits sont derrière les impulsions de contact. Cela vous donne une carte de votre travail interne. C'est un outil inestimable. Le protocole secret qui unit les deux réside dans la compréhension que vous guérissez deux choses simultanément. Votre cerveau, qui a été chimiquement modifié par la relation, et votre psyché, qui a projeté des contenus non intégrés sur cette personne. C'est une approche holistique et nécessaire. Vous venez de découvrir pourquoi couper avec un narcissique est si douloureux. Ce n'est pas seulement une perte. C'est un sevrage chimique combiné à une amputation psychologique. Vous avez compris la ligne du temps neural des 90 jours. Vous avez appris que le souvenir embelli est un mécanisme cérébral et non la vérité sur la relation. Et vous avez reçu un protocole qui travaille à la fois la dimension neurale et la psychologique. Cette connexion entre le sevrage dopaminergique et le retrait de projection a été ignorée par la littérature sur la récupération pendant trop longtemps. La plupart des ressources se concentrent sur un seul côté. Soit c'est toute la neuroscience, sans profondeur psychologique, soit c'est tout le travail sur l'ombre, sans comprendre les mécanismes cérébraux. L'intégration des deux est ce qui guérit réellement. C'est la synthèse, la transformation. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites. Continuez à révéler ce qui se cache. Lorsque vous cliquez sur le cœur doré, en dessous de la vidéo, vous financez la recherche qui unit Jung et Huberman. Vous soutenez un contenu qui va au-delà de la surface. Chaque Super Thanks me permet de consacrer plus de temps à étudier ces connexions, que peu font. C'est un investissement dans votre propre guérison. Maintenant, laissez-moi approfondir quelque chose que peu comprennent. Au sujet de la récupération, il existe une phase qui se produit après les 90 jours, que Jung appellerait la nuit noire de l'âme post-séparation. Lorsque le sevrage dopaminergique diminue, lorsque les pensées obsessionnelles cessent de dominer, vous êtes confronté à quelque chose qui était caché sous toute cette agitation. Vous êtes confronté à vous-même. C'est un moment de vérité, et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes rechutent, pas parce qu'elles regrettent le narcissique, mais parce que le vide interne, que la relation remplissait, est maintenant exposé. Le narcissique n'a pas créé ce vide, il l'a simplement occupé. Et maintenant qu'il n'est plus là, vous devez regarder ce vide en face. C'est le dernier défi, mais aussi la plus grande opportunité de rencontrer qui vous êtes vraiment. Jung disait que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de son obscurité. La relation avec le narcissique a peut-être été votre porte d'entrée vers cette obscurité. La question est, allez-vous utiliser cette opportunité pour faire le travail, ou allez-vous chercher une autre relation pour combler à nouveau le vide? Des chercheurs ont suivi pendant 5 ans des personnes qui avaient mis fin à des relations toxiques. Ils ont découvert que celles qui s'étaient simplement éloignées, sans faire de travail thérapeutique ou de connaissance de soi, avaient plus de 80% de chances de nouer une autre relation avec des dynamiques similaires. La personne change. Le schéma, lui, persiste. Neuroscientifiquement, cela a du sens. Vos circuits ont été façonnés tout au long de votre vie. L'enfance, vos expériences d'attachement, vos traumatismes non résolus ont créé des schémas de reconnaissance. Votre cerveau a appris à identifier certaines caractéristiques comme familières, et donc sûres, même si consciemment vous savez qu'elles sont toxiques. Jung dirait que vos complexes attirent des personnes qui les activent. Andrew Huberman dirait que votre réseau de saillance
marquent certaines caractéristiques comme importantes. Les deux décrivent le même phénomène sous des angles différents. La vraie guérison ne consiste pas seulement à couper les ponts avec une personne, il s'agit de reconfigurer les schémas qui ont attiré cette personne en premier lieu. Cela signifie aller au-delà de la rupture totale. Cela signifie se demander pourquoi vous avez toléré un comportement qui aurait dû être inacceptable. Cela signifie examiner votre histoire relationnelle et identifier les schémas récurrents. Cela signifie faire le travail sur l'ombre qui révèle quelle partie de vous était activée dans cette dynamique. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la neuroplasticité qui travaille en votre faveur après 60 jours. C'est crucial pour la prochaine partie. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à s'adapter, est la clé de la transformation. En recablant les chemins neuronaux, nous pouvons nous remettre d'un traumatisme, briser des habitudes négatives et améliorer la fonction cognitive. Mais la neuroplasticité est une arme à double tranchant. Elle peut travailler pour vous ou contre vous. Si vous maintenez la rupture totale mais que vous passez les 90 jours à ruminer, à répéter mentalement des conversations, à alimenter la colère et le chagrin, vous renforcez les circuits négatifs. La neuroplasticité crée des schémas de rumination, pas de guérison. C'est pourquoi le travail sur l'ombre est essentiel. Il redirige l'énergie. Au lieu de ruminer sur ce que la personne vous a fait, vous examinez ce que cette relation vous a appris sur vous-même. Au lieu de renforcer les circuits de victimisation, vous renforcez les circuits de connaissance de soi. Des interventions thérapeutiques ciblées, comme la thérapie cognitivo-comportementale et les pratiques de pleine conscience, peuvent aider à remodeler les voies neuronales et à modifier le fonctionnement des régions cérébrales. Le cerveau peut être entraîné à sortir des cycles de traumatisme, mais il faut le bon type d'intervention. Revenons à ce que Jung enseignait sur la projection. Quand vous retirez enfin la projection, quand vous reconnaissez que les qualités que vous voyez chez le narcissique, tant les idéalisées que les diabolisées, sont en réalité vos propres qualités non intégrées, quelque chose de profond change. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Vous cessez d'attirer des personnes qui portent vos projections. Vous devenez plus entier, plus complet, plus libre. Cela ne signifie pas que le souvenir disparaît. Cela signifie qu'il perd de son pouvoir. La personne devient simplement une personne qui est passée dans votre vie, qui vous a enseigné des leçons difficiles, qui a activé des blessures qui devaient être guéries. Plus un monstre, plus un sauveur, juste une personne. Et c'est la vraie fin de la relation. Pas quand vous cessez d'avoir des contacts, mais quand vous cessez d'avoir besoin de cette personne pour vous comprendre. Le protocole d'intégration complet comprend des phases spécifiques. Phase 1, jour 1 à 30. Concentration sur la survie et la stabilisation neuronale. Rupture totale, absolue. Pratique de régulation du système nerveux comme la respiration et l'exercice. Minimum de travail psychologique profond. Juste la nomination émotionnelle. Phase 2, jours 31 à 60. Début du travail sur l'ombre. Journaling quotidien sur les schémas observés. Identification des besoins que la relation comblait. Première séance d'imagination active, phase 3, jours 61 à 90. Approfondissement de l'intégration, analyse de l'histoire relationnelle. Cartographie des complexes activés. Travail avec les archétypes pertinents comme la victime, le sauveur, l'enfant blessé. Phase 4, après 90 jours. Consolidation et prévention. Révision des schémas identifiés. Création de critères clairs pour les relations futures. Maintien des pratiques de connaissance de soi. Mais il y a quelque chose de crucial que je dois expliquer sur la raison pour laquelle tout contact réinitialise complètement le compteur. Des chercheurs ont découvert que le lien traumatique crée une neurobiologie spécifique dans le cerveau de la personne touchée. Le trauma bonding ou lien traumatique est un attachement émotionnel profond qui se développe dans un cycle d'abus qui comprend un renforcement intermittent de récompense et de punition. La neurobiologie de ce lien est puissante. Lorsque le narcissique alternait entre des moments d'affection intense et des périodes de froideur ou de cruauté, votre cerveau était conditionné au niveau cellulaire. Chaque bon moment libérait une quantité massive de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine.
mais parce que ces moments étaient précédés d'un stress intense. La libération était encore plus puissante. C'est comme si votre cerveau associait le soulagement de la douleur à la présence de cette personne. Cela signifie que lorsque vous avez le moindre contact, même visuel, même par le biais d'une photo ou d'une publication sur les réseaux sociaux, votre cerveau réactive immédiatement ce circuit. Les neurotransmetteurs se déclenchent. L'amygdale se met en alerte. Le cortex préfrontal perd le contrôle. C'est comme un alcoolique qui prend juste une gorgée et déclenche tout le schéma de dépendance. La neuroscience de la dépendance. Aux substances a confirmé qu'il n'existe pas d'usage modéré pour les personnes ayant une dépendance établie. Il en va de même pour le lien traumatique. Il n'existe pas de contact modéré. Il existe une rupture totale ou une rechute complète. Les chercheurs ont observé que le cerveau a besoin d'un environnement de calme pour se remettre. Cela se produit mieux lorsque la personne ayant subi l'emprise se concentre sur les soins personnels et recherche les interventions professionnelles nécessaires. Cependant, lorsqu'il existe un environnement émotionnellement chargé, comme un engagement continu avec l'abuseur, la recherche de reconnaissance et de contrition du partenaire désordonné ou la rétorsion, la voie de la guérison sera plus longue et plus difficile. Il existe une raison neurologique spécifique à cela. Chaque fois que vous pensez au narcissique avec une charge émotionnelle, que ce soit de la colère, de la nostalgie ou un désir de confrontation, vous activez les mêmes circuits qui ont été façonnés pendant la relation. La rumination alimente la dépendance neuronale autant que le contact direct. C'est pourquoi le protocole inclut non seulement la rupture totale physique, mais aussi la rupture totale mentale. Cela ne signifie pas supprimer les pensées. Cela signifie les rediriger. Quand la pensée vient, vous ne luttez pas contre elle. Vous l'utilisez comme un outil de connaissance de soi. Vous demandez « Quelle partie de moi est en train d'être activée maintenant ?» Et ensuite, vous laissez aller. Je veux vous montrer quelque chose que peu de ressources de rétablissement mentionnent. Il existe une phase qui se produit entre 6 mois et 1 an après la rupture totale, qui peut être surprenantement difficile, après que le sevrage aigu est passé, après que les pensées obsessionnelles diminuent. Vous pouvez expérimenter ce que les psychologues appellent le grief delayed ou deuil retardé. Cela arrive parce que pendant la phase de sevrage, votre cerveau était en mode survie. Il n'y avait pas de place pour traiter la perte. Maintenant que le système nerveux s'est stabilisé, les émotions qui étaient réprimées peuvent finalement émerger. Vous pouvez vous surprendre à pleurer pour quelque chose que vous pensiez déjà avoir surmonté. Vous pouvez ressentir des vagues de tristesse qui semblent n'avoir aucun sens. C'est normal. Et en fait, un signe de progrès. Votre cerveau est finalement en train de traiter ce qui s'est passé. Ne luttez pas contre cela. Permettez. C'est le deuil réel pour la relation que vous pensiez avoir, pour la personne que vous pensiez qu'elle était, pour la version de vous qui existait dans ce contexte. Jung appellerait cela le travail de deuil pour ce qui n'a jamais existé. Vous êtes en train de faire le deuil d'une fantaisie. La personne idéalisée que vous projetiez sur le narcissiste n'a jamais été réelle. La relation parfaite que vous imaginiez n'a jamais existé. Et une partie de la guérison est de permettre à cette fantaisie de mourir complètement. Il y a plus. Des études de longue haleine montrent que les personnes qui font un travail sur l'ombre, jungien, pendant le rétablissement, ont des résultats dramatiquement meilleurs que celles qui maintiennent seulement une rupture totale. Des suivis sur 5 ans ont révélé des schémas importants. Ceux qui ont maintenu la rupture totale, mais n'ont pas fait de travail interne, avaient une forte probabilité de répéter le schéma avec une autre personne. Ceux qui ont fait une thérapie axée uniquement sur la validation de l'expérience d'abus ont eu des résultats modérés. Mais ceux qui ont combiné la rupture totale avec un travail profond de connaissance de soi, qui ont remis en question leur propre schéma et intégré leur ombre, ont eu les taux de récidive les plus béats et les niveaux de satisfaction les plus élevés dans les relations futures. La différence est que le travail sur l'ombre, jungien, ne vous protège pas seulement du même type de personne. Il vous transforme en quelqu'un qui n'attire plus ce type de dynamique. Il ne s'agit pas d'apprendre à reconnaître les narcissiques.
Il s'agit de guérir les parties de vous qui étaient vulnérables à eux. Ce qui est vraiment en jeu ici est plus grand que de se remettre d'une personne. Jung a écrit que devenir familier avec l'ombre, c'est devenir plus complet. La relation toxique à laquelle vous avez survécu n'était pas seulement de la souffrance. C'était une invitation à regarder des parties de vous qui étaient cachées, à intégrer ce qui était rejeté, à devenir plus entier. Andrew Huberman dirait que votre cerveau redessine ses circuits chaque jour, que la douleur que vous ressentez est une réorganisation neuronale, qu'au bout de cette turbulence existe un cerveau plus sain, avec des schémas plus adaptatifs. L'union de ces deux perspectives offre quelque chose de puissant. La profondeur de Jung pour comprendre pourquoi cette relation s'est produite. Les outils d'Andrew Huberman pour naviguer le rétablissement neuronal. Séparés, les deux sont incomplets. Ensemble, ils offrent une carte réelle de transformation. Jung a dessiné la carte de la psyché. Andrew Huberman est en train de traduire cette carte dans le langage des neurotransmetteurs. Et vous, maintenant, avez accès aux deux. Quand la psychologie profonde rencontre les neurosciences, la guérison est inévitable. 90 jours vous séparent d'un cerveau reconstruit. Mais le travail sur l'ombre, jeune Gien, vous sépare de la répétition du schéma. Faites les deux. Maintenant, j'ai besoin de savoir de vous. Combien de jours de rupture totale êtes-vous maintenant? Laissez le nombre dans les commentaires. Et si vous avez déjà identifié quel complexe ce narcissiste activait en vous, écrivez un mot qui résume. Cela peut être abandon, et sauveur, validation, contrôle. Un seul mot. Cartographions ensemble les schémas qui nous ont piégés et que nous sommes en train de transcender.